Bonjour à tous. Nous allons donc, vous savez que dans le cadre du projet DGA, il est prévu d'organiser régulièrement des webinaires. On en a organisé plusieurs. Et ces webinaires, jusqu'à présent, les orateurs étaient des experts internationaux. On organisait ces webinaires avec vous, mais on invitait aussi des experts du monde entier qui avaient envie de suivre l'intervention. Aujourd'hui, on inverse la méthodologie, donc c'est vous qui êtes invité à présenter. Et donc, comme c'est une des premières fois, on est dans un setup confidentiel, confortable, donc vous ne devez rien craindre. Nous sommes entre nous. J'ai juste invité une deuxième personne, Mathieu Anthony. Donc Mathieu, vous vous en souvenez, avait fait un webinaire sur la vérification avec Eric Josephson il y a quelques mois. Mathieu est français, c'est un jeune expert du financement basé sur la performance. Et donc, il a bien gentiment accepté d'être avec nous aujourd'hui. Donc, Mathieu, ce qu'on entendra de toi, c'est donc de suivre attentivement les webinaires. Donc, il y aura deux présentations. Une première qui est relative à un projet déjà en place aujourd'hui au Maroc, et puis une seconde qui est relative sur ce qui pourrait se faire à Fès en matière de PBS. Donc, Mathieu, je découvre, j'avais vu une version préalable de la première présentation. Je n'ai pas vu la deuxième présentation, donc je suis comme toi très curieux. D'accord, très bien. Et donc, on te demandera à un certain moment de donner un peu, de poser des questions et d'animer la discussion. Je ferai de même, mais on compte sur ton regard un peu extérieur et avisé. Donc, du côté du GAA, ceci, c'est l'opportunité pour vous de tester un peu vos idées, de voir comment votre réflexion s'articule. Donc, on est vraiment dans une démarche d'apprentissage. Donc, je crois que Mathieu et moi et les autres participants, on sera sincères dans nos analyses et l'idée, c'est bien de vous guider pour affiner peut-être vos idées, de les clarifier, etc. En sachant qu'on en reparlera plus tard dans la session, on prévoit aussi d'avoir un atelier international de formation à Fès au mois de juin et que les présentations que vous êtes en train de faire, c'est peut-être l'embryon de ce que vous aurez à présenter devant les experts internationaux qui participeront à l'atelier de Fès. Donc, on est dans une phase vraiment d'apprentissage, pas par pas. Donc, soyez à l'aise et voilà, on va vous écouter. Et je pense que c'est Ouda qui va commencer. D'accord. Merci Bruno. Permettez-moi de me présenter. Tout d'abord, je m'appelle Ouda Ramarani, je suis du ministère de la Santé. Je travaille à la direction d'épidémiologie et de lutte contre les maladies. Et je suis le point focal du GAA-FPP qui a été instauré dans le cadre du projet d'apprentissage par l'action. Permettez-moi aujourd'hui de vous présenter l'expérience actuelle du ministère de la Santé, qui est le projet de performance 2018. Rappelons que, je commence par la loi organique relative à la loi de finances. Rappelons que l'année 2016, c'est l'année d'entrée en vigueur de notre loi organique relative à la loi de finances et qui est axée sur le renforcement de la performance de la gestion publique, levier pour une meilleure transparence budgétaire. Actuellement, grâce à cette loi organique relative à la loi de finances, la programmation est actuellement pluriannuelle, permettant la clarification de la vision stratégique à moyen terme du gouvernement, une meilleure visibilité, ainsi que la fixation des priorités des politiques. Actuellement, toujours grâce à cette loi organique relative à la loi de finances, la gestion budgétaire est maintenant axée sur les résultats. La nomenclature actuellement est structurée autour de programmes et de projets au lieu d'être restructurée autour d'articles et paragraphes comme avant.
Cette structuration autour de programmes et projets actions permettant un dialogue de gestion autour de ou entre tous les intervenants autour du programme. La dimension régionale aussi est mise en exergue grâce à cette nouvelle restructuration. Toujours dans le cadre de la loi organique relative à la loi de finances, il y a eu l'adoption de la démarche de performance, c'est-à-dire le suivi des indicateurs. Rappelons que, par définition, la performance d'un organisme et sa capacité à atteindre les objectifs préalablement fixés. Et comme vous le savez, c'est un dispositif de pilotage des administrations pour l'atteinte des résultats prévus. L'objectif de cette démarche plutôt de la performance étant de renforcer la transparence pour mieux informer le Parlement sur les objectifs escomptés et les résultats obtenus. Autrement dit, les administrations sont invitées à formuler leurs objectifs et leurs indicateurs à atteindre et à les présenter devant le Parlement pour une sorte d'éclairage sur l'allocation des ressources. Cette démarche de performance permet également d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la dépense publique et la qualité du service rendu aux citoyens. Elle permet également d'accroître la responsabilisation des gestionnaires quant à leur obligation de rendre compte. En effet, un rapport de performance à la fin de l'exercice et à la fin de la période est présenté devant le Parlement et c'est une sorte de révision de compte devant le Parlement. Et en cas d'écart, c'est-à-dire en cas de non-réalisation des objectifs préalablement fixés, il faut les justifications s'imposent. Le Maroc, il est à noter que le Maroc a fait le choix de ne pas effectuer une budgétisation basée sur la performance et de ne pas lier directement la performance à l'exercice budgétaire. En effet, il ne s'agit pas d'un financement basé sur la performance, c'est-à-dire que vous ne serez pas sanctionné, vous ne serez pas motivé après la fin de l'exercice, mais c'est une sorte d'éclairage de l'allocation des ressources devant le Parlement. C'est-à-dire, autrement dit, en présentant nos indicateurs à atteindre, on va aider à défendre le projet de budget et à éclairer et à éclaircir l'allocation des ressources. Toujours dans le cadre de la loi organique relative à la loi des finances et au cours de la préparation de cette loi, la concertation du ministère de la Santé avec les instances de finances a permis d'identifier 6 programmes budgétaires. Chaque programme est sous la responsabilité d'un responsable et piloté par des structures et acteurs de pilotage ainsi qu'un comité technique de suivi de la mise en œuvre. Aussi, un point focal est désigné pour chaque programme. Exemple de programme, par exemple, le programme budgétaire numéro 2, la santé reproductive, santé de la mère, de l'enfant, du jeune et des populations à besoins spécifiques. Cette restructuration autour de programmes, comme j'ai dit auparavant, permet un dialogue de gestion entre tous les intervenants qui interviennent dans le même programme. Projet de performance, c'est un mécanisme qui a commencé progressivement dans quelques départements pilotes en 2014. Après, il a été généralisé dans les autres départements. 2016, c'est la généralisation de ce dispositif et cela dû à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi organique relative à la loi de finances. Le projet actuel qui est en cours de mise en œuvre, elle est pour l'année 2018 et les prévisions sont établies sur la période 2018-2022. Bon, voici une version ou un exemple de projet de performance qui est pour l'année 2016. Le projet de performance, pour le décrire, il est basé sur la définition des actions ou projets à réaliser. Il est basé sur la fixation des objectifs au sein d'un programme. Chaque objectif au sein d'un programme est décliné en indicateurs sous forme de matrice d'indicateurs permettant d'apprécier le degré d'atteinte de l'objectif. Aussi, il y a formulation des moyens nécessaires sous forme de matrice de moyens, autrement dit, toutes les ressources nécessaires pour atteindre les indicateurs qui sont formulés et rassemblés au niveau de la matrice d'indicateurs.
Un plan opérationnel est aussi nécessaire dans le cadre de l'élaboration du projet de performance. Après ou à la fin de l'exercice, un rapport de performance est élaboré à la fin des réalisations par le ministère de la Santé et le ministère des Finances. Et comme j'ai déjà expliqué, il est présenté au Parlement. C'est une sorte de révision de compte et en cas d'écart éventuel, il faut les justifier. C'est-à-dire pourquoi les objectifs qui ont été formulés avant, pourquoi ils n'ont été pas atteints. Aussi, un audit de la performance est établi par les instances compétentes de l'État pour suivre la performance. Rappelons que le projet de performance nationale, il est élaboré, comme j'ai déjà dit, par les responsables des programmes en coordination avec les acteurs de pilotage. Il est validé bien sûr par le ministère de la Santé et soumis aux instances de finances au cours de la préparation de la loi des finances pour bien sûr éclairer l'allocation budgétaire et pour défendre le projet de budget. Alors, on s'est inspiré par ce projet de performance, on s'est inspiré du modèle du projet de performance national et le programme budgétaire numéro 3 a fait l'expérience de l'élaboration d'un projet de performance régional. Voilà, c'est une inspiration de la loi de finances et du modèle du PDP national. L'idée, c'est de formuler une matrice d'indicateurs propre à chaque région. Chaque région a son propre matrice d'indicateurs et son propre matrice de ressources. L'objectif étant de débattre avec la direction régionale de santé ou les directions régionales de santé les objectifs à atteindre et les matrices ou les indicateurs à atteindre et les accompagner dans la réalisation de leur plan opérationnel. On parle alors de PDP régional qui est actuellement l'expérience du programme budgétaire numéro 3 qui est basé sur la surveillance, la veille sanitaire, le contrôle des maladies transmissibles et non transmissibles. Alors, quelques exemples. Voilà, c'est un exemple de projet de performance nationale. C'est la surveillance, programme budgétaire, surveillance épidémiologique, veille et sécurité sanitaire, prévention et contrôle des maladies. Voici le projet de performance 2018. Il est composé, je parle toujours du projet de performance national qui est élaboré dans le cadre de la loi organique relative à la loi de finances, expérience du programme budgétaire numéro 3. Voici la matrice d'indicateurs ou de performance. Donc, c'est un ensemble d'indicateurs. Les réalisations de 2016 sont à exprimer, réalisations 2017, 2018 et les prévisions pour 2019, 2020 et 2021. La vision est pour l'année 2021. Voici le plan d'action opérationnelle qui fait partie toujours du projet de performance. Donc, c'est le processus d'élaboration du projet de performance régionale. Comme j'ai déjà expliqué, c'est une inspiration du projet de performance nationale. C'est une extension du PDP national aux régions. Il est réalisé par la direction centrale, programme budgétaire numéro 3, parce que c'est la seule expérience qui existe actuellement. Déclinaison des indicateurs nationaux au niveau des régions. Chaque région a sa matrice, sa propre matrice d'indicateurs régionales, sa propre matrice de moyens régional et son propre plan opérationnel. Quelques exemples dans le projet de performance, dans ce cas national, expérience toujours du programme budgétaire numéro 3, projet action, prévention et contrôle des maladies non transmissibles, objectifs, 5 objectifs définis et ont été déclinés en objectifs et indicateurs. J'ai choisi l'indicateur numéro 331 qui est le nombre de nouveaux cas d'hypertendue diagnostiqués. En 2018, par exemple, la prévision est de 110 000 cas d'hypertendue diagnostiqués. La vision pour 2020, c'est 533 000 cas d'hypertension diagnostiqués. Le projet de performance régionale, qui est une inspiration du PDP national, commence par l'organisation de réunions d'information en appel au niveau de la direction centrale, les directeurs régionaux et les points focaux régionaux du PDP
pour leur présenter les grandes lignes du PDP national, leur présenter les outils et les supports du projet de performance régionale et pour se concerter sur la méthodologie de préparation de la validation et la négociation et la contractualisation. Autrement dit, on invite les directeurs régionaux et les points focaux du PDP au niveau de 12 régions du Royaume. On leur présente le PDP national, leurs objectifs, leur vision, on leur présente la matrice d'indicateurs et on se concerte sur la méthodologie pour élaborer les PDP régionaux. Quelques exemples de projets de performance régionale. Bon, voici c'est le premier draft, préparation du premier draft du projet de performance régionale 2018. Par exemple, celui-là, c'est le projet de performance régionale 2018 pour la région Casablanca. Celui-là, c'est pour la région Fès-Meknès. Après, des réunions ont été organisées pour restitution et pour validation des PDP régionaux. Un exemple de PDP régional, j'ai choisi le PDP régional de la région Fès-Meknès. Le projet de performance régionale est composé de la monographie de la région Fès-Meknès, c'est-à-dire si vous prenez le PDP comme document, vous allez trouver la cartographie de la région Fès-Meknès, la population, l'offre de soins complet, c'est-à-dire tout ce qui est ressources humaines, tout ce qui est hôpitaux, structures sanitaires, les indicateurs de desserte de cette région et le profil épidémiologique de la région. Vous allez trouver également le résumé de la stratégie régionale de la santé publique au niveau de Fès-Meknès, par exemple, pour l'expérience du programme budgétaire numéro 3. La stratégie au niveau de Fès-Meknès, c'est la veille et la sécurité sanitaire, la prévention et le contrôle des maladies transmissibles, prévention et contrôle des maladies non transmissibles, santé, environnement et appui aux laboratoires de santé publique. Vous allez trouver dans le document une matrice d'indicateurs à atteindre par la Direction régionale de santé de Fès-Meknès. Dans le cadre du programme budgétaire, vous allez trouver également une matrice de moyens nécessaires, c'est-à-dire une matrice de moyens très détaillée, y compris les médicaments, les dispositifs médicaux et les équipements qui seront fournis, par exemple, à la Direction régionale Fès-Meknès pour atteindre les objectifs fixés. Bien sûr, un plan opérationnel, c'est-à-dire les activités à réaliser par la DRS Fès-Meknès avec un échéancier T1, T2, T3 et T4 2018. Le PDP régional, il a été élaboré et mis en œuvre, les prévisions, c'est pour l'année 2018 uniquement. Bon, troisième étape, c'est les missions d'accompagnement. Les directions centrales organisent des missions pour accompagner les directions régionales de santé dans la mise en œuvre de leur plan, de leurs PDP régionaux pour l'atteinte des objectifs fixés. Il s'agit d'un débat et négociation des indicateurs et des objectifs de la performance ainsi que les moyens. La direction régionale, comme on a dit, elle s'inscrit dans l'indicateur formulé, mais en tenant compte de ses propres besoins et ses ressources parce que c'est elle qui est mieux placée pour discuter ses ressources et ses objectifs fixés. En tenant compte bien sûr, tout en étant cadré par la carte sanitaire et le schéma régional de l'offre de soins et les éléments de cadrage élaborés par la centrale, comme les fiches techniques des programmes, les méthodes de calcul des indicateurs, les méthodes d'estimation des besoins des médicaments, des équipements, etc. L'intérêt des missions d'accompagnement, c'est qu'au cours de ces missions d'accompagnement, de nouveaux besoins locaux et de nouvelles contraintes ont été émergées, c'est-à-dire lors du débat, lors de la négociation, il y a eu prise de conscience par rapport à de nouveaux besoins. Alors, autres mesures d'accompagnement sont à mettre en œuvre par les directions centrales pour mieux accompagner les DRS dans l'atteinte des objectifs fixés au niveau du projet de performance régionale, élaboration d'un plan opérationnel par la centrale intégrant les nouveaux besoins qui ont été émergés au cours des mesures d'accompagnement et au cours de la mise en œuvre du PDP régional. Bon, en résumant, ce projet de performance est un dispositif qui a permis un dialogue de gestion entre les départements et le Parlement pour rendre compte et c'est une sorte bien sûr de révision de compte et pour défendre le projet de budget et pour éclairer
l'allocation des ressources. Il s'agit d'un dialogue de gestion aussi entre tous les intervenants dans le même programme budgétaire, c'est-à-dire dialogue horizontal entre les différentes directions centrales, un dialogue de gestion aussi entre le niveau central et la direction régionale dans le cadre du PDP régional, aboutissant à la contractualisation et à l'élaboration de contrats formels et bien sûr un dialogue de gestion entre le niveau régional et les structures locales. En conclusion, le PDP, c'est un dispositif de pilotage et de suivi de la performance. Il est institutionnalisé parce qu'il est élaboré dans le cadre de la loi organique relative à la loi de finances. Il permet, ou bien c'est un cadre favorable pour instaurer un dialogue de gestion avec les DRS, intégrant tous les intervenants et aboutissant à une relation contractualisée ou contractuelle formalisée. C'est un dispositif qui permet de suivre et d'évaluer l'atteinte des indicateurs et permettant par la suite, bien sûr, la prise de décision et la mesure de la performance. Cependant, plusieurs limites sont relevées au niveau du PDP régional. Par exemple, c'est l'expérience du PDP régional du programme budgétaire numéro 3 n'a concerné que le programme budgétaire numéro 3, c'est-à-dire la direction d'épidémiologie. Et au cours de la négociation des ressources et des indicateurs au niveau régional, on n'a pas pu négocier les autres composantes. Par exemple, on a négocié les médicaments parce qu'ils sont instaurés ou fournis par le programme budgétaire numéro 3. On a négocié les dispositifs médicaux, les équipements, mais on n'a pas négocié, par exemple, la pénurie en ressources humaines qui est l'affaire d'une autre direction centrale, un autre programme budgétaire qui est, par exemple, la direction des ressources humaines. Alors, le dialogue horizontal entre les directions centrales manque. Aussi, une autre limite, c'est que la composante ou l'option ou la composante motivation, sanction n'existe pas comme c'est le cas du financement basé sur la performance. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Ouda. Donc, je propose qu'on va prendre quelques questions de clarification à ce stade-ci. Donc, on va d'abord écouter Mathieu. Allô? Vas-y Mathieu, on t'écoute. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, parfait. Ok, très bien. Merci en tout cas pour cette présentation, qui en fait, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le prends, permet de fixer un peu le cadre global de la réforme des finances publiques à l'heure actuelle au Maroc, qui, à travers cette loi finance 2006, met en place effectivement des budgets programmes, en tout cas, avec effectivement une gestion budgétaire axée sur les résultats. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends, c'est comme ça que je perçois cette présentation, qui, au final, donne le cadre global plutôt en faveur, effectivement, d'une démarche de financement basée sur la performance dans le secteur de la santé, qui, je pense, fera l'objet de la présentation qui suit. Globalement, je pense que la présentation est allée assez rapidement. Je n'ai pas de questions particulières sur cette présentation-là. Par contre, je risque d'en avoir, en me basant là-dessus et sur la présentation qui suit, avoir un certain nombre de questions suite à la deuxième présentation. Je ne sais pas, Bruno, si toi, tu as des questions particulières. Non, Mathieu, tu viens de bien résumer les choses. Et donc, merci, Ouda. Je pense que c'est une présentation, moi, qui m'a bien aidé. Alors, je vais te faire deux, trois remarques et elles vont un peu dans des sens différents. Première chose, c'est que quand tu m'avais envoyé cette présentation-là la première fois, en fait, je ne l'avais pas, enfin, je l'avais vue et comme c'est une matière un peu, c'est assez descriptif en fait ta présentation, hein, tu rapportes en effet les changements qui ont été apportés avec le budget de programme, etc. Tu expliques
les dynamiques que ça a entraîné au niveau, en tout cas, de la volonté pour un des programmes de décentraliser, de s'inspirer du processus pour le reproduire aussi au niveau régional. Et donc, t'avoir entendu maintenant était mieux que de nous regarder la PowerPoint tout seul, en fait. Ça rend les choses plus vivantes et un peu plus concrètes. Alors, dans l'ensemble, c'est clair, hein, on est dans une démarche qui est bonne, ça c'est clair. On est sorti d'un système budgétaire où on avait des lignes et des détails de lignes avec post-carburant, etc., etc. On est passé à une logique maintenant de programme. Vous avez, alors le ministère de la Santé a identifié ces différents programmes. Peut-être que tu peux remontrer la dia, Ouda, où tu montres la liste des six programmes, je pense. Là, j'aurais peut-être une question tout de suite. Voilà, donc, alors sur certains de ces programmes, je ne m'attends pas à des choses super innovantes. Hein. Je veux dire, par exemple, si tu prends le programme 6 sur les infrastructures sanitaires et le patrimoine, je n'ai pas vu ce programme, mais je peux deviner qu'il est mentionné là-dedans qu'on va construire les hôpitaux et des centres de santé, qu'on va faire de la réhabilitation. Et c'est bien de structurer ça comme un programme parce que tu vas pouvoir responsabiliser probablement une équipe, un directeur sur ce programme. Mais fondamentalement, ce n'est pas comme ça que tu transformes la performance d'un système de santé. Alors, sur le programme 5, ressources humaines et renforcement des capacités, donc de nouveau, je m'attends à avoir des formations, des activités de ce type. Et c'est ça un peu la difficulté avec cette logique programme, c'est qu'à l'intérieur d'un programme, tu vas probablement en partie retomber, bon, tu peux diviser ce programme en différents postes, mais tu risques de retomber à un moment sur une logique d'items, en fin de compte. Et donc, j'imagine que dans le programme infrastructure, tu vas dire, ben voilà, on va construire un hôpital ici, un centre de santé là-bas, on va contractualiser des firmes qui vont... et donc, on peut se retrouver dans une logique, en fin de compte, à l'intérieur du programme, dans une logique assez classique. Donc, il y a un défi, et là, je vais te poser la question parce que tu dois tout de suite m'expliquer. Donc, si je comprends bien, toi, tu es dans l'équipe du programme 3, et alors, il y a des programmes, bien sûr, qui se chevauchent, je dirais. Les sages-femmes vont se retrouver dans le programme 5, elles vont se retrouver dans le programme 4 parce qu'elles sont dans les maternités, les centres de santé, et elles se retrouvent dans le programme 2. D'accord? Et donc, j'aimerais bien savoir comment est-ce que les différents programmes se coordonnent sur notamment qui va financer quoi, qui va diriger quoi. Ça, c'est ma question principale, peut-être. Donc, soit c'est Ouda qui répond, soit c'est un autre membre du GA. Hein. Donc, je ne sais pas qui est autour de la session, mais donc n'hésitez pas les autres experts du GA à répondre. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer comment quelque chose qui se retrouve par définition dans plusieurs programmes est géré, comment cet aspect interprogramme est géré? Chaque programme, il est sous la responsabilité d'une direction centrale, ou un responsable, qui est le directeur, par exemple, de la direction centrale. Et le programme, il est toujours piloté par des acteurs de pilotage. Et les acteurs de pilotage sont représentés par les autres directions centrales. Il y a une autre réponse? Même au niveau du ministère, il y a un secrétariat général. Et le secrétaire général qui coordonne On n'entend pas bien, on n'entend pas bien. Si tu peux te rapprocher du micro, je crois que c'est Mohamed, mais je n'entends pas bien. Oui, effectivement. Bonjour tout le monde. Au niveau du ministère de la Santé, il y a un secrétariat général et c'est le secrétaire général qui coordonne entre les 6 programmes, normalement. En plus des acteurs de pilotage qui sont représentés par le secrétaire général et par les autres directions centrales. Ok, bon, bien sûr, on est dans une PowerPoint, donc c'est difficile de juger, hein, mais il faudrait peut-être passer un peu de temps et on fera peut-être l'exercice durant l'atelier de CES, d'éplucher un peu un programme. Mais voilà, ça c'est la première réflexion. Alors,
la deuxième réflexion, vous l'avez dit vous-même, en fait, on peut essayer de se dire c'est quoi la théorie de changement de cette approche. Et la théorie de changement, je pense que peux-tu remonter un peu en TTIA, Ouda, au début? Je pense que tu l'as, voilà, descends la suivante, derrière. Voilà, celle-ci, avec les objectifs là. Voilà. Donc en fait, voilà, ça c'est les. Alors là, il y avait un petit, j'avais un petit malaise, Ouda, et ça c'est un peu, et je vais être tout à fait d'accord avec vous tous là, hein, c'est un petit travers que je constate avec les gens du ministère de la Santé du Maroc. Vous convertissez des choses qui sont mises comme objectifs en des réalités. En fait, quand tu as parcouru les objectifs, Ouda, tu as dit, voilà, la loi organique permet de renforcer la transparence pour mieux informer le Parlement. Elle permet d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la dépense publique. Elle permet d'accroître la responsabilisation. Et en fait, tu convertissais des choses qui sont des objectifs ou des hypothèses en réalité. Et ça, c'est un peu je dirais le sentiment général quand on est extérieur et qu'on entend une présentation comme ça. Et ta présentation, Ouda, est assez typique des présentations qu'on entend des gens du ministère de la Santé du Maroc. Vous convertissez des idées qui ont inspiré des politiques en des faits. Et donc, en fait, on n'est pas sûr de tout ce que tu dis, d'accord? Il faudrait une démarche de validation, il faudrait des interviews, ou faire une petite recherche pour dire, ou regarder des données pour dire oui, ça s'est vraiment fait. Mais, soit, on va revenir là-dessus, ce sera des choses qu'il faudra améliorer, en tout cas quand vous parlerez devant des experts PBF internationaux, là, ils vont vous attraper, hein, ils vont dire oui, mais ça, c'est ce qu'on essaye de faire, mais est-ce que ça se fait vraiment? Alors, donc, avec cette dia, tu expliques un peu la théorie de changement. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est plutôt que d'avoir des budgets qui sont illisibles pour un Parlement, parce qu'effectivement, un Parlement auquel tu remets un budget avec des lignes de carburant, des lignes de chauffeurs, etc., il peut rien en dire, en fait. Il peut juste regarder le total et dire, ah, votre budget total a augmenté de 5% ou a baissé de 3%, pourquoi? Et donc, le budget de programme, comme tu le présentes bien, je suis assez d'accord avec toi que ça permet au Parlement de voir où le ministère de la Santé met ses priorités. Et donc, on dit, tiens, voilà, on note que le ministère de la Santé a décidé d'ouvrir un programme sur la santé maternelle, reproduction, de la petite enfance, etc. Et dit, ah, ça c'est bien, on retrouve des choses on a fait du plaidoyer pour des priorités à ce niveau-là. Et puis, en même temps, ils vont dire, oui, mais le Parlement va peut-être dire, ah, mais vous n'avez rien mis sur les maladies les maladies chroniques ou les maladies non transmissibles, pourquoi? Et tu vas avoir un dialogue là-dessus. D'accord? Donc, je suis d'accord que c'est mieux et que ça fait partie du processus. Mais donc, en fin de compte, tu as dit aussi, il va y avoir des indicateurs. Et donc, les indicateurs, c'est bien parce que ça va permettre de voir si on progresse dans ce qu'on a promis. Mais est-ce que le Parlement est capable d'apprécier la pertinence des indicateurs? Donc, il y a un enjeu de pertinence technique dans la définition de l'indicateur. Donc là, bon, a priori, on peut penser que les gens du ministère de la Santé ont des formations en épidémiologie, en santé publique et vont choisir des bons indicateurs qui font du sens, mais il y a surtout la valeur des indicateurs. Et donc, tu montrais par exemple qu'on va faire 100 000, tu peux montrer un peu plus loin en TTIA, tu montrais un chiffre de 100 000 prises en charge de malades hypertendus. Oui. Et là, de nouveau, est-ce que 100 000 est une ambition assez haute? Est-ce que 100 000 est une ambition trop basse? Et là c'est un peu le problème de cette méthodologie, c'est qu'en fin de compte, c'est les gens qui choisissent eux-mêmes probablement les indicateurs d'objectifs. Ils savent bien qu'ils doivent faire de la croissance, mais ils ne se mettent pas nécessairement le couteau sous la gorge en se mettant des objectifs très ambitieux. Donc ça, c'est un peu le défaut de cette démarche. En termes de théorie de changement, elle repose, l'ambition est fixée probablement par les parties concernées, et en fait, elles ont un incitant à ne pas se mettre des objectifs trop hauts, puisque sinon, elles se mettent en difficulté. Alors, est-ce que tu peux peut-être dire quelques mots sur cette dynamique de fixation des chiffres dans les indicateurs? Qui fait ça? Comment ça se fait? Est-ce que c'est complaisant ou est-ce que le secrétaire général est très dur? Ou explique-nous un peu.
Alors, la fixation des indicateurs, elle est élaborée par les acteurs responsables, c'est-à-dire les chefs de service responsables des programmes. Par exemple, dans ce cas, c'est le programme de l'hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires. Alors, on se base sur l'enquête et les rapports d'activité. On calcule les présumés et puis on fait les projections. L'indicateur, on se fixe un indicateur à atteindre en se basant sur, par exemple, la dernière enquête. Après, on fait des prévisions en ajoutant, par exemple, en tenant compte de la croissance de la population, des moyens qui sont en augmentation, en tenant compte aussi de la pénurie des ressources. Et puis, on fait les prévisions par des méthodes épidémiologiques sur la période 2017-2021. Mais c'est des indicateurs on s'engage sur des indicateurs dans le PDP, surtout le PDP national. Et puis, parce qu'on aura à rendre compte. Et l'indicateur, il doit être réaliste et faisable. On ne se fixe pas des indicateurs trop ambitieux et qui ne sont pas réalistes. C'est des méthodes de calcul formalisées. On les communique même aux directions régionales de santé. C'est des éléments de cadrage. On les calcule pas comme ça. Donc, très bien. Donc, tu m'as. Pardon, on se base aussi sur les normes, par exemple, de l'OMS et les normes. Par exemple, dans les équipements, on se base sur la norme de l'OMS, le nombre d'équipements, par exemple, par habitant, et sur des normes nationales qui ont été fixées par le ministère de la Santé. Ok, très bien. Donc, je pense que tu nous présentes tout à fait honnêtement les choses, comment elles fonctionnent, et donc je pense qu'on s'attend un peu à ça, en fait. Hein. On connaît le Maroc, on connaît comment ce genre d'outil va fonctionner. Donc, tu as bien dit que ces indicateurs sont là pour fixer un peu l'ambition et pour permettre au Parlement d'apprécier si on progresse sur ces indicateurs. Et donc en fait, la théorie de changement, deux choses. Il y a un élément qui est, elle repose sur une démarche bureaucratique, je dirais bureaucratico-santé publique, dans le sens où, en fin de compte, comme tu viens de bien l'expliquer, les chiffres sont calculés sur des logiques épidémiologiques. On s'attend, voilà, et l'incidence est autant, donc on multiplie par la population, on multiplie par le taux de croissance de la population, et puis on tombe sur un chiffre, on regarde un peu les chiffres régionaux, on adapte. Et donc là, on est dans une logique d'épidémiologue combinée avec, sans remettre en question la démarche bureaucratique existante, sans remettre en question les arrangements institutionnels et tout ce qui peut faire que les individus qui doivent exécuter ces services vont bien vouloir le faire ou ne voudront pas le faire. D'accord? Tu l'as bien compris, ce n'est pas du tout un système de paiement à la performance. Le système est tout à fait silencieux là-dessus. Tout à fait silencieux sur ce qui va pousser les individus au bas de la chaîne du système de santé à réaliser les activités qui doivent permettre de progresser. Et donc ça, c'est bien sûr la chose sur laquelle on a envie un peu de stimuler. Alors, tu as bien précisé que les indicateurs n'ont pas d'impact budgétaire, donc, et je comprends ce choix, dans le sens où c'est la validation de la démarche bureaucratique générale du système. Donc, on ne sanctionne pas un département, parce que ce serait un département ici, où on ne sanctionne pas un programme. On pourrait imaginer que, par contre, ce soit pris en compte dans les carrières individuelles. Donc, est-ce que vous avez des éléments d'information sur le fait que, par exemple, un directeur de programme aurait été sanctionné l'année dernière parce que ses chiffres ont été trop mauvais, ou bien que quelqu'un aurait été félicité parce que ses chiffres ont été très bons? Qu'est-ce que vous savez de ces éléments-là? Non, on n'a pas l'information. Mais c'est pas une démarche silencieuse parce que on est obligé de rendre compte au niveau du Parlement, c'est-à-dire la réduction du compte, elle est à haut niveau. Et le finance ou le ministère de la Finance doit justifier les écarts, c'est-à-dire pourquoi ils n'ont pas atteint les objectifs fixés. Ok. Et donc, très bien. Est-ce que, par exemple, pour parler de choses très très concrètes, donc on sait qu'il y a un ministre qui a perdu son poste et un secrétaire général qu'on aime bien qui a perdu son poste aussi. Est-ce que vous pensez que
la Cour, je pense que la Cour des comptes a fait un travail d'analyse. Est-ce que vous pensez qu'ils se sont basés sur ceci pour rendre leur avis, ou est-ce que vous pensez que ça n'a rien à voir? Je ne sais pas si vous êtes à l'aise pour répondre à cette question, mais si vous avez de l'information, ça nous a... juste à titre pour nous de bien comprendre comment cette logique de projet de performance s'inscrit dans la gouvernance générale du système. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok, très bien. Donc c'est pas là-dessus qu'ils se sont appuyés, c'est pas là-dessus qu'ils ont été, ils n'ont pas été grattés le programme numéro 6, ils ont dit ah vous aviez prévu de construire un hôpital et l'hôpital n'a pas été construit. Je sais qu'il y avait un hôpital qui devait être construit dans le RIF, il n'a pas été construit. C'est pas là-dessus qu'ils se sont basés. Non. Ok, d'accord. Donc ça montre ça montre que c'est ça montre aussi un peu la faiblesse de l'outil, parce que si c'était appuyé là-dessus, ben ça montrerait que l'outil est vraiment utilisé pour prendre des décisions parfois fortes. Or ici il y a une décision forte et elle est indépendante de l'outil, donc on ne doit pas mélanger les choses. Mais donc c'est assez instructif. Bien, donc on est dans voilà l'outil qui est là en place, donc c'est mieux qu'avant, je dirais, en termes de démarche et de théorie de changement, mais c'est très ténu en fait. La théorie de changement va vraiment dépendre de la capacité du Parlement à gratter, à comprendre ce qui se passe, et en fin de compte, ça va être un débat assez stérile, parce que comme parlementaire, j'entendrai ceci, je pourrais dire quoi? Je pourrais dire votre ambition n'était pas assez haute. Je pourrais dire, voilà, en fait, je ne serais pas très bien armé pour apprécier l'effort de transformation qui est mis en œuvre. Parce qu'en fait, je pense que l'outil ne pousse pas à la transformation, il pousse plutôt à la reproduction et à dire voilà, on va rajouter un service, des choses ainsi. Donc c'est la logique. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que dans ce type de budget programme, c'est très facile d'ajouter un programme numéro 7, programme financement basé sur la performance. Alors que tant qu'on n'est pas dans une logique de budget programme, c'est compliqué d'intégrer le financement basé sur la performance dans la finance publique. Donc voilà, on a, comme a dit Mathieu, on vient d'entendre le cadre général. C'est intéressant. Donc en général, on a manqué de faits. On a bien compris l'information, et donc Oudat nous a très bien rapporté, bien présenté la dynamique et les textes, mais en fin de compte, on en sait toujours très peu sur les faits, en fait, comment les choses, et quand je veux dire les faits, F-A-I-T-S, donc ce qui se passe et ce qui est réalisé. Bien, et donc là, on peut imaginer que dans une présentation ultérieure, on demandera un peu plus d'informations. Est-ce qu'on écoute la deuxième présentation? Est-ce que vous avez des réflexions, vous? Oui, une petite réflexion, c'est le PDP régional. Je crois que c'est un élément très intéressant parce que son finalité, c'est le contrat. Donc, on va signer des contrats et la signature des contrats, elle est en cours. Donc, on va se contractualiser avec la région sur la réalisation des objectifs, et on peut dans le contrat faire des clauses sur une sorte de motivation ou de sanction. Donc, c'est dans le sens du FBP. Ok, mais ce contrat va être un contrat, je dirais, un peu une sorte d'agreement. J'imagine qu'il n'aura pas de valeur de droit public, par exemple. Ça va être un texte plutôt pour s'entendre sur ce qu'on va faire ensemble, mais est-ce que tu en sais un peu plus là-dessus? Oui, mais en cas de non-atteinte, il y aura des clauses. En cas de non-atteinte des objectifs, on fera ça et ça. C'est un contrat et un engagement entre les deux parties, la centrale et la direction régionale de santé. Ok, très bien, ça va. Ben, écoute, c'est effectivement des bonnes évolutions. C'est pas des évolutions qui vont faire une transformation du système de santé marocain, mais ça, c'est certainement pas mauvais. Voilà, on va écouter Alice, c'est ça? Oui. Donc, bonjour Bruno, bonjour Mathieu, bonjour chers collègues. Je me présente Alice Ikhal, je travaille à la division des soins ambulatoires, à la direction des hôpitaux et des soins ambulatoires. Donc, j'ai le grand plaisir de partager avec vous une première réflexion du groupe d'apprentissage par l'action sur le projet de FDP pilote au niveau du Maroc. Et ça concerne la région pilote du programme du renforcement du système santé, appuyé par le Fonds mondial, et la région de Fès-Meknès.
Alors, en guise d'introduction, il faut savoir que le ministère de la Santé, il a lancé un chantier de réforme de son système de santé afin d'inculquer une nouvelle dynamique pour mettre en œuvre des approches innovantes et créatives pour le renforcement du système de santé, notamment les groupes d'apprentissage par l'action qui étaient instaurés, qui est une vision du ministère de la Santé pour transformer le système de santé en un système apprenant, c'est-à-dire il est orienté vers l'action, il est orienté vers l'apprentissage et la gestion des connaissances. Donc ce projet, il va mobiliser une vision, des approches et des méthodologies, ainsi que des outils et des activités favorables à l'apprentissage systémique. Donc pour le moment, les GA sont en nombre de 3 qui sont lancés. Donc au départ, il y avait eu 6 groupes d'apprentissage par l'action qui vont être implantés. Nous sommes maintenant à 3. Donc il y a le groupe de la gestion des connaissances, il y a le financement basé sur la performance et il y a le troisième groupe qui est le système d'information. Alors, le groupe d'apprentissage FPP, qui est notre groupe, le présent groupe, sa mission, c'est de proposer un modèle de financement basé sur la performance qui est adapté au contexte marocain. Donc, on doit s'inspirer des différentes expériences à l'échelle internationale. On doit calibrer le modèle de performance sur le contexte marocain afin qu'on puisse inculquer une nouvelle dynamique basée sur la performance. Alors, il nous a été demandé de faire une analyse de peut-être des problèmes qui sont traités, quelles sont les démarches qui sont mises en œuvre en matière d'amélioration de la performance, et voir comment le financement basé sur la performance peut compléter ces démarches, peut donner une nouvelle impulsion à ces démarches. Alors, une première analyse qui a été faite par les membres du groupe GAA, donc nous avons retrouvé qu'il y a déjà une expérience dans le système de santé en matière d'amélioration de la qualité et de la performance. Notamment, il y a le concours qualité qui vise à instaurer une culture d'assurance qualité au niveau des établissements de santé. Il y a une démarche d'auto-évaluation de la qualité qui débouche sur un label concours qualité qu'on va attribuer à la fin de chaque cycle de concours qualité. Il y a également l'accréditation qui touche les établissements de santé, que ce soit l'hospitalier ou bien les centres de santé qui sont en cours d'accréditation. Donc également, il y a des référentiels où il y a des critères basés sur la performance. On voit est-ce que la structure améliore les processus gestionnaires au niveau des établissements de soins. Également, il y a la certification des maisons d'accouchement, qui est une troisième approche d'assurance qualité. Donc, il s'agit de voir la conformité du travail des maisons d'accouchement par rapport à des référentiels qui sont préétablis. Tout ça, nous l'avons déjà analysé dans une grille auparavant, suite à notre visite de fait. Oui, également, il y a d'autres démarches de performance qui ont été instaurées dans le passé, telles que la performance hospitalière. Donc, auparavant, les hôpitaux reçoyaient les mêmes subventions pendant des années, mais à un certain moment, on a dit non, il faut lier un peu le financement des hôpitaux à des indicateurs de performance. Donc, il y avait eu tout un travail d'élaboration d'une matrice avec peut-être 24 indicateurs, si je me souviens bien. Donc, il y avait eu la définition de ces indicateurs et à chaque fois, on donne des subventions à l'hôpital en fonction de l'atteinte de ces performances hospitalières. Il y a des expériences antérieures en termes de budget de programme qui étaient contractualisées avec les directions régionales de la santé, mais malheureusement, ces expériences, ils ont arrêté. Également, il y avait eu des contrats-programmes avec les centres hospitaliers universitaires, mais également, cette approche-là, ils ont été arrêtés dans le passé. Et puis, l'actualité du moment, comme a présenté ma collègue Moussa, c'est le projet de performance. Donc, c'est un projet d'actualité qui est orienté vers la gestion budgétaire axée sur les résultats, quoique on a vu un peu les limites de cette approche avec toutes les insuffisances qu'elle a. Donc, ça reste un mécanisme d'amélioration de la performance qui est basé sur le FPP. Une petite comparaison entre ce qu'on est en train de faire, qui est le projet de performance, avec le modèle internationalement reconnu sur le FDP. Donc, notre modèle marocain, projet de la performance, c'est un dispositif de pilotage des administrations pour l'atteinte des objectifs fixés. Il est élaboré dans le cadre de la loi organique relative à la loi de finances. Ça concorde un peu avec le financement basé sur la performance, qui est une approche de paiement initiée par un financeur international, alors que pour le PDP, c'est un financeur qui est le ministère de la Santé et le ministère des Finances.
Il est à titre projet pilote pour qu'il soit après généralisé, adopté comme une stratégie nationale. Également, ça c'est une mission du groupe GAA-FPP, c'est de donner une expérience pilote au niveau de la région de Fès pour adopter une stratégie nationale de financement basée sur la performance. Pour le deuxième volet, c'est la gestion financière basée sur la performance qui est instaurée dans le PDP. Donc le financement n'est pas lié directement à la performance. On définit des indicateurs, mais il n'y a pas des arrangements institutionnels qui permettent un peu de motiver les personnes qui ont atteint les indicateurs. Il n'y a pas de sanctions également pour les personnes qui ont échoué dans leur travail d'équipe. Donc ça, c'est une limite de PDP pour le moment. Il permet juste d'éclairer les allocations budgétaires sur la base d'une nouvelle reprogrammation budgétaire. Alors que le FDP, c'est un transfert d'argent ou de biens matériels qui est basé sur la condition que le prestataire entreprenne une action mesurable ou atteignable à travers une cible de performance très déterminée. C'est un peu ça, mais on n'a pas cette composante de transfert d'argent liée à la performance ou au niveau de performance atteinte. Pour le dialogue de gestion, généralement, ça concorde avec le FPP. Le projet de performance, il a instauré des dialogues en interne, c'est-à-dire les directions centrales doivent discuter un peu les 6 programmes pour avoir un programme coordonné, une matrice peut-être des indicateurs à contractualiser qui soit intégrée et coordonnée à l'échelle centrale avant de passer au dialogue vertical avec les régions et ainsi de suite avec le dialogue en externe au niveau du Parlement et au niveau des autres ministères du Maroc. Pour le financement basé sur la performance, il est en concordance avec cette logique. Donc, le dialogue de gestion il aboutit à une relation contractuelle formalisée. Ça, c'est l'objectif ultime du projet de performance également. Pour la capacité, donc il y a une capacitation du système de santé à travers le PDP, mais qui concerne seulement le niveau central et régional, donc en matière de programmation, avec une obligation et une responsabilisation sur la réduction des comptes. Chaque direction est responsable d'un programme et elle est redevable sur le niveau de performance atteint, mais on reste limité au niveau central et régional. Tandis que le financement basé sur la performance, il va plutôt vers le côté opérationnel. On doit renforcer les capacités locales, c'est-à-dire les structures locales qui sont directement concernées par la programmation, avec une redevabilité de plus en plus forte sur leur niveau de performance. Pour le 4e point, c'est un dispositif de suivi et évaluation à travers des tableaux de bord qui permettent la mesure de la performance des programmes budgétaires. Ça, c'est la logique du programme de performance. C'est la même chose pour le financement basé sur les performances. Donc, c'est un dispositif de suivi et évaluation qui permet la mesure de la performance, sauf que la différence, c'est que pour le PDP, il mesure la performance des programmes sanitaires, alors que le FDP doit mesurer la performance de l'atteinte des objectifs au niveau local, c'est-à-dire que ça concerne les structures sanitaires et pas les programmes nationaux ou bien régionaux. Pour revenir un peu à l'état des lieux auquel le système de santé fait face pour cette conjoncture actuelle, donc le Maroc il fait face à un triple fardeau de la morbidité et de la mortalité. Il y a le problème classique des maladies transmissibles, notamment le problème de la tuberculose, par exemple. Il y a les infections maternelles et périnatales. On a un peu avancé pour le taux de mortalité enregistré au niveau du Maroc. Nous sommes maintenant à 72,6 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, selon la dernière enquête nationale sur la population et santé familiale de 2017. Donc, il y avait une réduction de 35% depuis l'année 2010. Donc, c'est une évolution qui est enregistrée à travers des efforts louables du ministère de la Santé et de tous les prestataires de soins au niveau des maternités et des maisons d'accouchement du Maroc. Il y a également les problèmes des maladies non transmissibles qui représentent 75% des décès dus aux maladies non transmissibles. Et le fardeau des traumatismes, on sait également que le traumatisme et les urgences représentent toujours un fardeau pour le système de santé avec les accidents de la voie publique qui sont de plus en plus prépondérants au niveau du Maroc. Pour les défis du système de santé, il y a plusieurs défis, comme vous le savez, à travers tous les défis qui sont représentés au niveau des pays à faible ou bien à niveau socio-économique intermédiaire. Donc, il y a la sous-utilisation des prestations.
En guise d'indicateur, on peut donner l'indicateur du taux de consultation curative par habitant et par an. Le Maroc, il enregistre un indicateur de 0,6 à 0,7 contacts par habitant et par an. Donc, on est un peu en dessous de l'objectif de l'OMS qui est de 1 contact par habitant et par an. Pour la qualité des soins, donc plusieurs études et les démarches d'assurance qualité, ils ont montré qu'il y a une qualité sous-optimale des prestations de soins. Donc, c'est un effort qu'on doit imprégné au niveau du système de santé pour améliorer la qualité des soins au niveau de la première vie et aussi au niveau des niveaux de référence. Pour les disparités, tous les chiffres, par exemple la mortalité maternelle, montrent qu'il y a des disparités entre le milieu urbain et rural. Le taux de mortalité maternelle est le double entre le milieu rural et le milieu urbain. Il est plus élevé en milieu rural à cause de l'enclavement et des problèmes d'analphabétisme, d'éducation, ainsi de suite, et les déterminants sociaux de la santé liés au milieu rural. Pour la démotivation du personnel, donc on peut constater ça à travers des rapports de recherche qu'on a fait sur la motivation du personnel. Donc il y a une forte motivation de plus en plus du personnel de santé. Il y a toute une stratégie 2008-2012 qui est basée sur la réconciliation du citoyen avec son système de santé, parce que déjà la démotivation elle retentit même sur le service donné aux citoyens. Pour le système d'information, il y a également une multiplication des supports dus aux programmes sanitaires qui sont un peu nombreux au niveau du système de santé marocain. Et la principale limite de ce système d'information, c'est qu'il n'est pas informatisé. Donc, le financement basé sur la performance, il nécessite un effort de digitalisation. Donc, il faut un peu travailler sur le système d'information, le rendre fluide et informatisé si on veut relever ce défi d'informatisation de notre système de santé. Il y a également les besoins émergents, comme vous le savez, avec la transition épidémiologique et démographique. Il y a l'émergence de nouveaux besoins avec la population, elle est de plus en plus exigeante pour une meilleure qualité des soins. Alors, pour l'analyse de la riposte du système de santé face à ce défi qu'on vient de parler, donc il y a certains acquis qu'on peut citer dans ce slide. Donc, il y a la loi de finances. Il est basé sur le projet de performance et un dialogue de gestion. C'est un acquis pour le système de santé pour améliorer un peu la sincérité budgétaire et la redevabilité par rapport aux indicateurs qu'on doit atteindre au niveau national et régional. Déjà, c'était un acquis par rapport aux anciennes expériences du financement qu'on avait au ministère de la Santé. Il y a des expériences antérieures en matière de financement et de performance, comme on a dit, le budget programme et le contrat programme. Donc déjà, le personnel de certaines structures sont déjà imprégnés de cette culture d'amélioration de la performance et de lier un peu les résultats avec la performance. Il y a une orientation du secteur de la santé vers le service aux citoyens. Donc, pour la stratégie du 721 ou bien le programme sectoriel du 721, il y a une orientation vers l'amélioration du service aux citoyens à travers des approches servicielles qui essaient d'améliorer l'interface entre le prestataire et l'usager. Elle est autour des soins centrés sur le patient qui visent de mieux satisfaire la population par rapport aux prestations qu'on donne au niveau des établissements de santé. Également, il y a un axe important dans la stratégie du 721 qui parle de développement de la motivation et de la performance des ressources humaines. Ça, c'est une pratique qu'on doit un peu mettre à profit du financement basé sur la performance pour un peu essayer de motiver le personnel à travers ces approches-là de financement basé sur la performance et la contractualisation de certains indicateurs qui rendent la motivation des ressources humaines de plus en plus performante. Il y a également le présent projet du GAA, donc c'est un acquis pour le système de santé, avec les autres projets qui sont en cours de mise en place, donc la gestion des connaissances et le système d'information. Ce sont tous des éléments du puzzle qui vont permettre au système de santé un peu de se transformer, un peu de donner une dynamique de changement qui permette d'avancer plus dans cette réforme du système de santé. Et puis, il y a une expertise dans le domaine du financement, de la qualité et de l'évaluation. Donc, il y a plusieurs approches, comme on a dit, qui permettent un peu de capitaliser sur ces approches-là pour instaurer un nouveau modèle de financement basé sur la performance au niveau du Maroc. Il y a également la réflexion sur des paquets de services qui sont garantis donc, au niveau du système de santé. Il y a le panier de soins pour les hôpitaux qui est en cours de mise en œuvre. Une consultation, une expertise technique est en cours de mise en œuvre. Également,
le paquet de services pour les établissements de soins de santé primaire. Il est en cours de validation et ça va permettre un peu d'avancer vers la couverture sanitaire universelle auquel le Maroc s'est engagé, également dans le cadre de l'ODD, puisqu'on va dire quelles sont les prestations qu'on offre au niveau de la première ligne, au niveau hospitalier. On doit essayer d'élargir le paquet de prestations pour un peu répondre à cette exigence de la couverture sanitaire universelle. Pour le système d'information, donc il est en cours d'informatisation, il y a tout un travail sur ce domaine-là. On espère que ça va avancer, on accélère un peu vers un meilleur système d'information digitalisé et performant. Pour les défis, donc, comme vous le savez, le Maroc, il est classé parmi les 52 pays selon l'OMS qui ont une pénurie aiguë en ressources humaines. Donc, ça reste toujours un défi. On essaie un peu d'approcher cette pénurie à travers des approches innovantes. On cherche un peu des partenariats, des collaborations avec les autres ministères, à travers les collectivités territoriales, pour un peu nous aider à recruter des ressources humaines au niveau des établissements de santé, surtout dans les zones enclavées où il y a une pénurie aiguë en ressources humaines. Également, le principal défi, c'est par rapport à ce projet FDP, est-ce qu'on aura le soutien politique, est-ce qu'on aura l'approbation du ministère des Finances? Ça va dépendre un peu de notre degré de conviction. Est-ce qu'on va convaincre les décideurs? Est-ce qu'on doit mieux approcher ce financement basé sur la performance à travers une recherche un peu approfondie pour cerner tous les éléments, tous les avantages et toutes les limites de cette approche? Il y a également des limites par rapport au volet réglementaire parce que les centres de santé n'ont pas d'autonomie financière, donc ils ne sont pas sous-ordonnancés. On ne peut pas aller directement vers une contractualisation basée sur la performance avec les structures locales. Donc ça, c'est une limite de notre système de santé. Peut-être on va arriver à une proposition d'alternative, on va le voir. Et puis, il y a également le financement du projet pilote. Est-ce qu'on doit avoir toute la visibilité sur les projets pour mettre en place ce projet à titre pilote? Et puis, pour le passage à l'échelle, on n'a pas encore de la visibilité. Est-ce qu'il y aura des fonds pour mettre en place ce projet-là au niveau de tous les établissements de santé au niveau du ministère de la Santé du Maroc? Une question donc, qui s'impose donc, à la fin de cette présentation peut-être, est-ce qu'il serait pertinent alors d'orienter les réformes vers la mise en place d'un système efficace pour l'achat de prestations de qualité et le paiement des prestataires dans le cadre d'une approche de financement basée sur les performances? Est-ce que ça, c'est la meilleure solution pour relever tous ces défis-là? Est-ce que le FDP permet un peu de répondre à tous ces défis-là? Est-ce qu'il permet un meilleur renforcement du système de santé? Est-ce qu'il permet une meilleure progression vers l'atteinte de la couverture sanitaire universelle? Ces questions-là doivent être débattues dans le cadre de ce projet. Alors, pour la visite de FES, donc, on va un peu revenir là-dessus. C'est par rapport à la vision du projet pilote pour le FDP. On a visité la région de Fès pour un peu analyser la situation sur le plan pratique. Donc, la vision du groupe GA, c'était d'instaurer un système de paiement basé sur la performance au niveau de l'établissement de santé primaire. Surtout, à titre pilote, on va implanter un projet pilote de FDP au niveau d'un centre de santé. Donc, ça, c'était l'objectif général. Les valeurs qui sous-tendent ce projet-là, c'est qu'on doit améliorer les services aux citoyens. Donc, le FDP, il s'inscrit dans cette dynamique d'amélioration des services aux citoyens. Également, la transparence qui est au cœur du financement basé sur la performance, la motivation du personnel, l'approche participative, il y a même la participation du niveau local. Les prestataires de soins sont également impliqués et motivés pour travailler dans les démarches de FDP. L'amélioration de l'éthique, c'est une approche qui permet un apprentissage systémique des prestataires relevant du niveau local, régional et même du niveau national. Donc, ça entraîne une culture des systèmes apprenants à toute l'échelle du système de santé, toute la pyramide sanitaire du Maroc. Pour les objectifs spécifiques de ce projet pilote de financement basé sur la performance, c'est l'analyse de la situation à travers des visites de la région de Fès pour analyser la situation réelle et pas sur la base des documents stratégiques qui manquent un peu d'expérience locale. Et également, on doit élaborer un document de projet qui permet de relater un peu toutes les expériences qui ont été développées et proposer un modèle de financement basé sur la
performance propre au Maroc qui est calibré pour s'intégrer dans le contexte actuel, y compris les limites et les défis qu'on vient de voir. Et notre mission, c'est d'implanter ce projet-là à titre pilote au niveau d'un centre de santé de la région de Fès-Meknès avec l'appui du programme RSS. Donc, pour revenir à la visite de Fès, la visite des 2 centres de santé, il a relevé certaines questions très importantes pour la pérennité de ce projet, pour la faisabilité d'un financement basé sur la performance au niveau de la première ligne de soins au Maroc, c'est que les centres de santé, ils fonctionnent intégralement sur la base de dotation en ressources. Donc, il n'a pas la même mise sur les différentes ressources qui sont mobilisables au niveau des établissements de soins de santé primaires. Le centre de santé estime les besoins, il élabore les bons de commande, par exemple, l'estimation de commandes par rapport à certaines, comme les médicaments, les ressources humaines, par rapport aux moyens dont il doit disposer, mais il n'est pas garanti qu'il reçoit toutes les commandes qui sont commandées pour le niveau central. Pour les prestations offertes, elles sont gratuites, donc conformément à la déclaration d'Alma-Ata, le système de santé il est pyramidal, il est basé sur les soins de santé primaires, lesquels sont des soins gratuits qui sont fournis à toute la population gratuitement, sans répercussions financières. Pour les centres de santé, ils n'ont pas d'autonomie financière, donc il n'y a pas un compte en banque, il n'y a pas de gestion financière, il n'y a pas de gestionnaire au niveau du centre de santé qui permet de manipuler un peu le côté financier, donc il y a juste le côté technique qui est mis en place au niveau des centres de santé. Ça, c'est une limite du règlement qu'on a au Maroc pour le moment. Et pour les équipes des centres de santé, ils recourent aux bienfaiteurs pour mobiliser certaines ressources. Donc, on a constaté ça lors de la visite de presse, qu'à chaque centre de santé, il y a une population desservie. On peut retrouver des personnes bienfaiteurs ou bien des ONG qui permettent d'appuyer les centres de santé pour mobiliser certaines ressources. Et tout ça, ça dépend du leadership local du centre de santé. Il n'y a pas une dynamique conforme à toutes les régions du Maroc, mais ça dépend du leadership de chaque responsable sur les centres de santé pour mobiliser des ressources additionnelles. Également, il y a l'hétérogénéité des expériences au niveau des centres de santé. On a pu constater que déjà, les centres de santé ils ont travaillé sur des démarches d'amélioration qualité qui sont peut-être des préalables pour l'instauration d'un mécanisme de financement basé sur la performance. On a parlé de l'accréditation, du concours de qualité et de la certification de maisons d'accouchement. À la fin de la visite, nous avons discuté avec Bruno un peu trois propositions. C'est que la première proposition, c'est d'offrir une autonomie financière et une personnalité morale pour les établissements de la santé primaire. Alors, on a demandé ça à des responsables sur les centres de santé. Malheureusement, je pense que cette expérience-là ne peut pas être retenable pour le moment, puisqu'il y a plusieurs limites à cette perspective de donner une autonomie financière. La deuxième proposition discutée, c'est qu'on délègue des crédits à des ONG qui ont également une personnalité morale, qui ont une autonomie financière sur les ressources, qui peuvent gérer des ressources financières. Mais vu que le nombre d'établissements de soins de santé primaire au Maroc s'élève à 2700 établissements, donc on ne peut pas créer 2700 associations et les déléguer des crédits pour qu'ils puissent gérer un peu le processus de motivation ou de fonction au niveau des santé. Mais la proposition peut-être qui nous paraissait un peu qui tient la route, c'est une création de ligne budgétaire au niveau de la morasse budgétaire de la délégation médicale de la santé, donc à l'échelle de chaque province. Au Maroc, nous avons 83 provinces. Donc l'idée elle est un peu plus simple, c'est de créer une ligne budgétaire pour chaque centre de santé. On va attribuer un financement par établissement de soins de santé primaire. Et à partir de là, on peut élaborer un modèle de contractualisation avec ces centres de santé-là. Donc, je pense que c'est la proposition qu'on puisse retenir dans le cadre de ce travail-là. Espérons qu'on aura un peu le soutien des finances et de la DPRF qui gère un peu le côté morasse budgétaire au niveau du ministère de la Santé pour qu'on puisse avancer de plus en plus dans ce projet-là. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire dans cette présentation du projet pilote du STP au niveau de la région de Fès-Meknès et je vous remercie de votre attention.